aux impacts de la crise sur l'approfondissement du mal-logement, qui seront également disponibles sur le site d'un toit pour tous la semaine prochaine. Le deuxième thème concerne le logement social. Est-ce qu'il permet de loger les plus vulnérables? C'est la question qu'on a souhaité poser aux participants. Donc sur ce thème, les invités débattront de la production de logements sociaux, avec notamment la conférence d'aujourd'hui. Et on aura également un temps d'échange qui sera consacré à un retour d'expérience d'élus ce jeudi à 14h. Je vous invite du coup à assister également à ce webinaire. Le troisième thème concerne l'accompagnement social lié au logement. Pour loger les plus vulnérables, il peut y avoir aussi des besoins d'accompagnement. Donc, pour aborder cette question, on aura une conférence cet après-midi à 14h. Et on aura également 2 conférences qui aborderont des retours d'expérience à la fois des bailleurs sociaux, concrètement comment ils agissent pour accompagner les ménages, qui aura lieu mercredi 9 décembre à 14h. Et le lendemain, le jeudi à 10h, ce sera le retour d'expérience de deux expériences grenobloises, Un chez soi d'abord et Totem, qui aident les personnes vivant à la rue à accéder au logement directement, donc dans la philosophie du logement d'abord. Et enfin, le dernier thème concerne l'attribution des logements. Comment s'organise-t-on en Isère pour répondre aux besoins? Donc, l'attribution des logements sociaux sera expliquée aux participants le 9 décembre à travers une conférence à 16h15. Et le jeudi 10 décembre à 16h15 également, on aura un focus sur la location active, qui est un dispositif innovant qui associe les demandeurs de logement social dans le cadre de leur recherche. Donc, n'hésitez pas à consulter la page d'un toit pour tous pour visionner les replays lorsque les webinaires sont déjà passés, ou vous inscrire à un autre webinaire qui pourrait vous intéresser. Je vous rappelle quelques règles du jeu et je passe la main à Paul, notre animateur. Donc, éteignez bien votre micro, mais apparemment, c'est bon, tous les micros sont éteints. De préférence, utilisez le mode questions et réponses. Donc, vous posez vos questions, on y répond, plutôt que le chat. Cela facilite le traitement et la prise en compte pour échanger avec les intervenants au moment des temps qui sont prévus. Si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas à lever la main. On vous donnera la parole avec Anne aussi, qui est présente aujourd'hui, Anne Rabillard. Et en cas d'intervention souhaitée de votre part, avec la caméra, là, il nous faut faire une manip en particulier. Si vous avez un témoignage ou que vous voulez vous manifester, on vous donnera la parole, mais il faudra vous basculer en mode conférencier. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a un petit moment où vous êtes déconnecté, c'est normal, ça fait partie de la procédure. Je vous souhaite du coup un bon webinaire à toutes et à tous. Et je donne la parole à l'animateur Paul Coste qui va animer ce webinaire en particulier sur la question de la nouvelle donne du logement social. Bonjour à tous. Moi-même, on m'a demandé d'être animateur parce que je suis membre du conseil d'administration et du bureau d'un toit pour tous. J'assure la fonction de trésorier depuis 2 ans, depuis que je suis à la retraite, parce que les bénévoles ont du temps quand on est à la retraite. Indépendamment de cette fonction d'un toit pour tous, pour ne rien vous cacher, je suis administrateur d'Actis depuis 2 mois en tant que personne qualifiée, donc en relation régulière avec son directeur général Stéphane Dupont-Rosan. Et en tant qu'ancien cadre territorial, j'ai eu de nombreuses occasions de travailler avec François Mollard, aujourd'hui directeur du foncier et de l'habitat à Grenoble-Alpes Métropole. Le déroulement du webinaire, donc on va leur demander à chacun un exposé de 10 à 15 minutes, soutenu par quelques diapositives qu'ils nous ont préparées. Entre chaque intervenant, on donnera la possibilité qu'ils répondent aux questions posées par le public, comme Anissa l'expliquait, soit par écrit, soit en demandant la parole. Et après les questions au deuxième intervenant, on pourra, en fonction du temps restant, avoir un débat général. Un petit rappel aussi, les 2 intervenants sont des techniciens qui partagent avec nous leurs connaissances et leurs analyses personnelles sur la situation du logement social, hein, vu que le titre, c'est la nouvelle donne du logement social, mais ils ne sont pas mandatés pour exprimer les positions de leurs organismes respectifs. Hein, pas de confusion. Si on a dans les participants ou les inscrits des élus locaux ou des élus à Grenoble à la métropole qui veulent exprimer une position plus politique,
c'est bien sûr libre à eux de le faire. Voilà, donc on va commencer par Stéphane Duport-Ozan qui va nous brosser le paysage un peu national, à la fois sur la structuration du logement social en France, les grands principes qui l'animent et les enjeux actuels de ce secteur, particulièrement dans les grandes agglomérations comme la nôtre. Et puis je passerai la parole à François Mollard un peu après. Stéphane, je vous donne la parole quand vous voulez. Bonjour à toutes et tous. Démarrer par une définition très succincte, mais qui permet de rappeler la vocation des bailleurs sociaux. C'est une définition qui émane du Code de la construction et de l'habitation. Il y a des éléments forts dans ces quelques phrases. Il y a un rappel, bien sûr, de nos missions de base, mais on verra par la suite que le périmètre d'intervention des bailleurs sociaux s'est élargi. Il y a cette notion de ressources, puisque pour accéder au logement social, les ressources doivent être inférieures à certains plafonds. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est 70% de la population française qui est susceptible d'intégrer un logement HLM. Donc, c'est un élément important que tous n'ont pas forcément en tête. Et puis, deux thèmes essentiels, le droit au logement et la mixité sociale. Donc, la mixité sociale, on ne va pas rentrer dès l'introduction dans le débat, mais des éléments forts, bien sûr, au regard des ressources, mais aussi une mixité territoriale qui est recherchée aujourd'hui, et puis une mixité d'habitat pour répondre à tous les besoins. En quelques chiffres, rappeler le mouvement HLM, hein, donc il y a plus de 500 organismes en France avec des structures juridiques différentes. Certaines sont des sociétés anonymes avec des actionnaires, d'autres sont des offices publics, donc rattachés à des collectivités de rattachement, à des collectivités locales, pardon. Et puis, on a deux statuts, des coopératives, des SACICAP, qui sont plus orientés vers l'accession sociale. Le parc HLM, c'est 17% du parc national. Hein, vous voyez, 4,7 millions de logements. Un Français sur six habite dans le logement social. C'est un élément important. 82 000 salariés avec un investissement de près de 17 milliards d'euros par an dans le tissu économique. Et puis un dernier chiffre pour présenter le mouvement HLM et puis ce qui fait le cœur de notre métier, les habitants. 14% des Français vivent sous le seuil de pauvreté. Quand on regarde le parc HLM, c'est un tiers des Français. C'est des chiffres qui datent de 2018 et je crains que la situation se soit encore dégradée. Et puis un petit zoom quand même sur l'association des bailleurs sociaux de l'Isère que je représente ce matin. On est 10 organismes sur le territoire départemental, c'est 81 000 logements, 180 000 habitants, 180 000 Isérois qui vivent au sein du parc HLM en Isère. Et c'est 250 millions d'euros investis chaque année sur des opérations de réhabilitation, de construction, sur de la maintenance, sur la filière locale, l'économie locale. Alors, vous rappelez un peu le contexte législatif. Alors, on ne va pas rentrer bien sûr dans le détail de chacune des lois, mais il y a cette frénésie législative depuis 2014, avec des éléments structurants, hein, des évolutions notables, mais au final, on a quand même une certaine instabilité, que ce soit autour des attributions, que ce soit autour de la construction, et c'est pas terminé. On a déjà dans le projet de loi de lutte contre les séparatismes des évolutions à venir autour des attributions. On a la réforme d'Action Logement à venir. Action Logement, c'est issu de la collecte des entreprises, c'est le 1% patronal, et Action Logement est un partenaire historique du logement social. Et puis, vous avez, vous avez certainement aussi en tête la réforme au 1er janvier à venir autour des APL avec la contemporanéisation, donc une nouvelle réforme autour des APL. Et je ne parle pas du revenu universel d'activité qui viendra par la suite.
Donc, autant d'impact à la fois sur la gouvernance, sur les finances des bailleurs, et puis par conséquence, pour leurs parties prenantes, que ce soit des artisans, que ce soit des entreprises, que ce soit les collectivités, bien sûr, les habitants et leurs associations, des mouvements incessants autour du logement social. Une petite anecdote, en 2017, au moment de la campagne des présidentielles, tous les candidats avaient été reçus par le mouvement HLM. C'est Christophe Castaner qui avait représenté Emmanuel Macron et qui avait juré qu'il n'y aurait pas d'évolution législative. On sortait de la loi égalité et citoyenneté, on sortait de plusieurs lois, et qui avait dit aux bailleurs sociaux il y aura une évolution autour du foncier. Donc, bien sûr que tous les bailleurs sociaux avaient applaudi. Et on voit que derrière, cette instabilité législative n'est pas source de productivité. Et puis, à l'été 2017, un véritable tsunami. Tout d'abord, une baisse des APL au niveau national de 5 € pour tous les allocataires, que ce soit les allocataires du parc privé comme du parc social, au mois d'août 2017. Et puis, tout de suite derrière, la loi de finances qui a complètement bouleversé le modèle économique et donc social des bailleurs sociaux, avec un objectif de réduire les déficits publics au niveau national. L'État baisse le budget des APL, sur le seul parc social. Au total, c'est environ 1,5 milliard d'euros, à la fois sur l'APL, mais il y a également un relèvement du taux de TVA. Jusqu'à présent, les bailleurs sociaux, lorsqu'on construisait, lorsqu'on réhabilitait, on bénéficiait d'une TVA au taux réduit. Et là, du jour au lendemain, y compris sur les opérations déjà lancées, on a une évolution du taux de TVA, et puis la mise en place d'une réduction de loyer solidarité pour éviter que la baisse des APL n'impacte les habitants, n'impacte les locataires. Cette réduction de loyer de solidarité, elle est supportée par les bailleurs sociaux qui voient leur chiffre d'affaires diminuer. Je ne m'attarderai pas sur les autres mesures, mais vous les voyez à l'écran. Et surtout que tout ça, cette loi de finances, elle arrive en septembre-octobre 2017 sans aucune concertation. Ce n'était pas dans le programme présidentiel du candidat Macron. Ça n'a pas été travaillé avec le mouvement HLM, avec le BTP, avec les associations de locataires. Et de surcroît, il n'y a aucune étude d'impact. Lorsqu'une loi, et notamment les lois de finances, sont établies, on a des perspectives, on a des projections sur les impacts de la loi. Là, chose assez surprenante, il n'y a aucune étude d'impact. Bon, la mobilisation, à ce moment-là, elle est importante. Les premiers à réagir avec les bailleurs, ce sont les associations de locataires qui tout de suite se rendent compte. Si on met à mal le modèle économique, ça veut dire que derrière, c'est moins de construction, moins de réhabilitation, moins d'implication dans les quartiers, moins de services. Et donc, on a une mobilisation générale à la fois des artisans et des entreprises du BTP, mais également les collectivités locales, contre cette loi, mais qui passera finalement. Et puis, l'État entend cette mobilisation et donc va proposer des mesures de compensation. Que c'est pas une coquille hein, dans le document que vous avez à l'écran, c'est pas du tout des mesures de compensation, c'est des mesures d'accompagnement, toutes tournées vers l'emprunt. Donc d'un côté, on baisse le chiffre d'affaires des bailleurs sociaux, c'est-à-dire que au lieu d'avoir 12 mois de loyer, en gros, on a 11 mois de loyer puisque la mise en œuvre de la réduction de loyer de solidarité nous fait diminuer nos ressources. Nos ressources reposent essentiellement sur les loyers. Et donc, on nous demande d'aller chercher de l'emprunt. Je fais le parallèle avec une personne physique. Hein, quand ses ressources diminuent, d'aller voir son banquier pour lui demander davantage d'emprunt, c'est quand même un modèle assez particulier. La dette ne remplace pas les fonds propres. Et puis on se dit chic, il y a une bonne nouvelle qui était demandée
notamment sur les quartiers politiques de la ville, par rapport à l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est le doublement du budget qui passe de 5 à 10 milliards d'euros. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et puis, quand on regarde les financements, en fait, ce doublement du budget de l'ANRU, c'est financé par Action Logement, qui est à nouveau ponctionné, et puis par les bailleurs sociaux, également ponctionnés. Donc, on a réellement la patte de Bercy derrière toutes ces mesures, qui voit le logement social comme une dépense, hein, une logique comptable, alors que je pense que le logement social, c'est plutôt la mixité sociale, c'est le cadre de vie, c'est le pouvoir d'achat des locataires, mais à ce moment-là, le gouvernement ne l'entend pas. Et derrière, on va avoir une deuxième lame, si j'ai envie de dire. Alors, la loi Elan, qui comporte plusieurs mesures, hein, que ce soit autour des ventes HLM, que ce soit autour des attributions, et puis cette obligation pour les bailleurs sociaux qui ont un parc inférieur à 12 000 logements de se regrouper, soit en intégrant des groupes, hein, donc des groupes déjà existants sur le modèle filiale et société mère, ou en se rapprochant de façon horizontale à travers des fusions ou à travers des sociétés de coordination. Et puis quand même, je ne vais pas dévoiler ce que François dira par la suite, hein, le cœur de cette loi Elan, c'est construire plus, mieux et moins cher. Et ben aujourd'hui, les chiffres, qu'ils soient nationaux, régionaux, locaux, montrent que cette loi n'a pas produit les effets escomptés, loin de là. Et puis, dès 2019, hein, les impacts de la loi de finances se font sentir. Le mouvement HLM, avec ses parties prenantes, continue à se mobiliser et l'État propose une clause de revoyure avec des éléments qui sont revus. On revient sur une TVA au taux réduit pour certaines opérations, notamment tout ce qui est PLAI. Alors, les PLAI, pour qui ça ne parle pas, c'est les logements très sociaux. On a 3 niveaux de logement, des PLAI, pardon, des plus, qui est le logement entre guillemets normal, et puis des PLS qui sont des logements dont les niveaux de loyer sont supérieurs au PLUS et au PLAI. On a un apport à nouveau d'Action Logement qui est à nouveau ponctionné, qui vient apporter 300 millions au dispositif mis en place par l'État. On a également un recours auprès de la Banque des Territoires. Et puis, il est ouvert aux bailleurs sociaux la possibilité d'émettre des titres participatifs et d'aller se faire financer, soit par la CDC, soit par Action Logement, soit par les collectivités locales. Cette clause de revoyure, bien sûr qu'elle apporte une bouffée d'oxygène, hein, pour les bailleurs sociaux, mais on aurait préféré que ces apports d'Action Logement ou de la Banque de Territoire permettent de financer davantage d'opérations, que ce soit en matière de renouvellement urbain, de démolition, de construction, de réhabilitation, alors que là, ça vient financer un dispositif qui vise à réduire le budget des APL au niveau de l'État. Et ce n'est pas quelque chose, à mon avis, de très porteur pour la dynamique économique. Voilà, le mouvement HLM s'engage, hein, sur à la fois l'accompagnement social, notamment pour favoriser le maintien dans les lieux, s'engage également sur la poursuite du plan de rénovation thermique, et puis sur l'activité de production, notamment en se donnant des ambitions supplémentaires sur les PLAI, puisque quand on regarde aujourd'hui les demandeurs par rapport au parc social, on est vraiment sur une nécessité de produire davantage de PLAI. J'ai fait ce constat, vous voyez, qui est plutôt négatif, hein, par rapport à ce qu'on a subi. C'est pas que les bailleurs sociaux, hein, je le rappelle, qui ont subi ça. Hein. C'est bien sûr notre politique dans les quartiers, c'est le niveau de production, c'est le niveau de réhabilitation. Il n'empêche qu'on continue à avancer, il n'empêche qu'on continue à faire des propositions auprès de l'État, du gouvernement. Donc aujourd'hui, les bailleurs sociaux veulent être des acteurs de premier plan du plan de relance et donc font plusieurs propositions au gouvernement, que le logement social soit considéré comme un bien de première nécessité. Je pense que tous les
webinaires de cette semaine vont démontrer cela, hein, l'importance du logement en termes de solidarité, en termes de cohésion au niveau des territoires. Et donc, pour cela, se donner des moyens, à la fois sur notre activité de maîtrise d'ouvrage. Il est proposé un plan massif, notamment autour du logement spécifique, des pensions de famille, des résidences sociales, des foyers de jeunes travailleurs. Il y a un élément important qui nous paraît indispensable, c'est d'accroître les moyens dédiés au renouvellement urbain, hein, qui zoome la rénovation des quartiers politiques de la ville. Et puis, ce dont on a besoin, c'est aussi d'avoir une pause, notamment sur les réformes des attributions. Ça n'arrête pas. La Caléole, le flux, les cotations, ça fait suite à une loi égalité et citoyenneté de 2017 dont on arrive à peine à faire des bilans. Voilà, donc il y a besoin aujourd'hui de se poser un peu. Bientôt, on va embaucher des scientifiques pour gérer les attributions, alors que, à mon avis, on a besoin plutôt de ce regard social, de ce regard sur le peuplement, pour gérer au mieux les attributions, mais les règles sont tellement compliquées aujourd'hui qu'on a du mal à avancer. Deuxième élément, c'est l'objectif de la neutralité carbone en 2050, hein, défini au niveau européen. Bon, le logement social a depuis longtemps fait preuve de son engagement quand on regarde les consommations énergétiques entre le parc social et le parc privé, il n'y a pas photo. Il n'empêche que l'on veut continuer dans cette voie-là, à la fois pour diminuer les consommations énergétiques. Ça a bien sûr un impact pour la planète, mais ça a aussi un impact pour le pouvoir d'achat des habitants. C'est important, et donc de relever le défi de la neutralité carbone en 2050. Comme je disais tout à l'heure, hein, cette volonté de participer à la relance par rapport à la crise économique et sociale que nous connaissons, d'atteindre nos objectifs en matière de construction, 110 000 logements par an sur 3 ans, 330 000 logements, en réhabiliter plus de 500 000 sur cette période de 3 ans, c'est préserver plus de 600 000 emplois locaux, hein, sur les territoires. Et donc ça, c'est un élément qui nous paraît important. Et donc, bien sûr, pour arriver à cela, on demande à l'État notamment une réforme fiscale autour du foncier. Hein. On voit que c'est un élément, et encore plus sur notre agglomération, la rareté et la cherté du foncier. Donc, il est important d'avoir des avantages fiscaux lorsqu'on construit du logement social, notamment lorsqu'on veut construire du PLAI. Voilà, puis d'autres outils comme la TVA au taux réduit, mais j'en ai déjà parlé. Il y a un élément important, hein, et ça, pour les habitants, en termes de projet de vie, on le voit de plus en plus, hein, seuls ceux qui veulent devenir propriétaires, soit par la vente HLM, soit par l'accession sociale sur du neuf. Et là aussi, il nous paraît important de mettre en place certaines mesures, que ce soit autour du prêt à taux zéro, que ce soit des primes à l'achat pour les acquéreurs. Et puis, bien sûr, mais ça, je pense qu'on a démontré ce côté innovation, et notamment à travers les organismes fonciers solidaires, pour démembrer l'aspect foncier de l'aspect bâti, et donc de limiter les coûts d'acquisition pour les nouveaux acquéreurs. L'aspect agilité, je parlais tout à l'heure de cette frénésie législative. C'est vrai qu'on est face à un empilement de normes. Donc, ce qu'on demande, c'est quand même une pause normative. C'est aussi aller vers davantage de dématérialisation, de numérisation. Et puis, un élément important, c'est cette notion de poursuite de la décentralisation, de cette nécessaire déconcentration des crédits pour que les territoires puissent impacter sur la politique du logement. Pour ne prendre qu'un exemple sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, entre Saint-Étienne, la métropole de Saint-Étienne et la métropole de Grenoble, on est bien sûr sur des éléments assez différents. Voilà, et puis peut-être pour finir et pour répondre à la question,
J'ai peut-être fait une intervention très basée sur des éléments économiques, sur des éléments financiers, mais il n'empêche que c'est notre socle pour répondre à notre mission d'intérêt général. Et nos propositions ont deux objectifs principaux. L'emploi, j'ai évoqué tout à l'heure l'impact sur l'emploi pour les artisans et les entreprises à travers nos opérations de construction, de réhabilitation, de maintenance, mais on s'engage également sur l'insertion, c'est un élément essentiel. Et puis bien sûr, l'accès, le maintien dans les lieux, hein, le droit au logement. L'objectif, c'est de renforcer déjà plusieurs dispositifs existants. Vous avez tous en tête le logement d'abord qui fera l'objet de débats à travers des webinaires tout au long de la semaine. Et ce qu'on souhaite, c'est au-delà d'avoir des politiques qui sont des fois à court terme, c'est d'avoir un véritable engagement sur plusieurs années. On sait que la construction, on sait que travailler sur les impayés, ce sont des sujets de long terme, et donc on se tourne vers l'État pour avoir une programmation pluriannuelle et d'avoir ainsi des objectifs sur du long terme, du moyen et du long terme. Voilà, donc je pense qu'on est maintenant sur la partie réaction, questions, débat. Merci Stéphane d'avoir fait ce long exposé, mais très détaillé, qui peut soulever beaucoup de questions parmi les participants. Pour lancer la question, je vais faire part de réactions que j'ai lues dans des publications récentes qui donnent l'impression qu'au niveau de l'État, on n'a pas encore pris conscience de la difficulté du monde du logement social. La Banque des territoires, qui a publié récemment un rapport, dit tout en reconnaissant l'impact de la réforme des APL et celui de la crise sanitaire, le secteur du logement social serait en mesure de faire face à la crise sanitaire et économique. Donc, c'est un message de confiance. Et puis, l'ANCOLS, qui est l'agence nationale qui contrôle le logement social, elle conclut, mais alors sur l'analyse des chiffres 2019, la réduction du loyer de solidarité est l'occasion pour les organismes d'engager des actions significatives pour maîtriser les coûts de gestion. En gros, c'est vous n'êtes pas assez performant, c'est pour ça qu'on vous serre un peu la vis. Voilà. Et carrément, il y a même une critique dans ce rapport en disant que les organismes ont engagé des actions de réduction ou de report de dépenses d'entretien ou d'investissement, alors que leurs marges de manœuvre financière leur permettent de ne pas modifier leurs objectifs initiaux. Donc, on sent que il y a deux versions qui cherchent à s'affronter. Je ne sais pas si tu veux réagir. Oui, je suis comptable de formation, donc je peux comprendre pardon, l'approche de l'ANCOLS et de la CDC. C'est l'éternel débat sur les coûts de gestion des bailleurs sociaux. Pour parler que d'Actis, que ce soit les administrateurs ou les salariés, on assume des frais de gestion élevés parce qu'on pense que c'est un outil important pour être présent dans les quartiers. Lorsque l'ANCOLS ou la CDC regardent les comptes d'Actis, je leur dis toujours, mais c'est très simple. D'ici la fin de l'année, on est en capacité de fermer nos agences, on est en capacité de ne plus embaucher sur des postes d'agents de développement local, on est en capacité de faire beaucoup de choses, mais je pense que ce ne sont pas les missions d'un bailleur social. Notre mission, c'est d'être sur les quartiers, d'être sur des projets avec des référents locataires, avec des associations de locataires, avec des unions de quartier, avec des élus de proximité. Et donc, on a besoin d'avoir un maillage de proximité, on a besoin d'avoir une présence humaine, on a besoin d'avoir des outils. Et donc, effectivement, on a des coûts de gestion que l'on assume parce qu'on a une mission d'intérêt général. Merci. Anissa, est-ce que tu as des questions qui ont été transmises? Non, aucune. À ce jour, on n'a pas de questions. Donc, n'hésitez pas, parmi les auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions ou à vous manifester pour prendre la parole. On peut vous ouvrir le micro pour que vous puissiez poser votre question en direct.
Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire sur le chat ou sur le module Q&R si vous ne trouvez pas facilement le module Q&R. Ah, il y a une spectatrice qui a levé la main. Donc, on va ouvrir le micro. Allez-y, Madame Lémy. Oui, bonjour. Moi, je suis assistante sociale dans une association qui s'appelle l'Oiseau Bleu. En fait, j'ai une question toute bête que je n'ai jamais compris. Les locataires des bailleurs sociaux ont eu une diminution de 5 euros du montant de l'APL. Et pour compenser ça, il y a eu la RLS qui est beaucoup plus élevée que ces 5 euros de diminution. Et en fait, je n'ai jamais compris comment ça a fonctionné. C'est une question très, très bête, hein, mais je me suis toujours posé la question de comment c'était calculé. Non, mais vous n'êtes pas la seule à se poser cette question. En fait, cette baisse de 5 euros, c'était à la fois sur le parc privé et sur le parc social. Tous les allocataires au niveau national. Et il n'y a pas eu de compensation. Donc, ça a été une réelle baisse sur un mois, au mois d'août 2017. Et derrière, l'État est allé plus loin, mais sur le seul parc social, on n'est plus sur une baisse de 5 euros, on est sur une baisse en moyenne de 60 euros par mois. Et pour que ces 60 euros n'impactent pas le pouvoir d'achat des locataires, il a été mis en place une réduction de loyer solidarité qui fait que les bailleurs sociaux prennent à leur charge ces 60 euros. L'objectif de l'État… 60 euros par an? Par mois. C'est deux choses complètement différentes. Il y avait les 5 euros sur le mois d'août 2017, parc social, parc HLM, parc privé, tout le territoire national. Et on est passé à partir du mois de janvier 2018 sur une économie au niveau national d'1,5 milliard uniquement sur le parc social. Et en moyenne, pour un organisme comme Actis, c'est environ 60 euros d'APL en moins par mois. Et ces 60 euros ont été pris en charge par les bailleurs sociaux. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'un mois de ressources qui ont disparu dans nos comptes. Pour faire simple, on avait 12 mois de quittancement. Et ben, le mois de décembre, il a servi à compenser la réforme des APL de l'État. Et c'est pour ça que j'aime pas parler de chiffre d'affaires, hein, on est un organisme public, mais ça parlera comme ça à tout le monde. On a perdu notre 12e mois de chiffre d'affaires. J'espère avoir répondu à madame. Merci. Mais globalement, je ne comprends pas bien. Le locataire, il a perdu 5 euros d'APL en ressources, mais il a gagné 60 euros d'économie de loyer. Donc, les locataires devaient être très contents. Alors, les 5 euros, c'était one shot, c'était au mois d'août. Donc, c'était vraiment purement technique, réduction de l'APL. À partir du mois de janvier 2018, le locataire, il voit baisser son APL de 60 euros. Ah, d'accord. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour lui. Mais en contrepartie, il y a les bailleurs sociaux qui mettent en place la réduction de loyer et qui vient diminuer les 60 euros de perte. Donc, pour le locataire, c'est quasiment neutre. Voilà. Il y a eu des centimes d'écart parce que chaque année, c'est recalculé. Mais pour le locataire, c'est neutre. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, Paul, on a une question de Roselyne Blin. Pouvez-vous nous éclairer davantage sur la réforme prévue au niveau d'Action Logement? Alors là, je vais être un peu short hein, parce que cette réforme, elle a été repoussée. Elle devait être traitée au niveau de la loi de finances pour 2021. Elle est repoussée à des discussions parlementaires en 2021. Mais il y a toujours ce débat entre l'État qui veut en faire une taxe supplémentaire et donc avoir la main sur le financement du 1%, et puis un organisme, Action Logement, qui est un organisme paritaire, donc à la fois géré par des organisations syndicales d'employeurs et puis des organisations syndicales de salariés qui mènent une politique en faveur du logement. Voilà, donc il y a une attaque, je ne sais pas si elle est justifiée ou pas, mais en tout cas une attaque de l'État, de certains rapports qui disent que la gouvernance doit être revue d'Action Logement. Là aussi, l'attaque sur les coûts de gestion,
Très franchement, je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Je ne connais pas assez le sujet. Mais en tout cas, l'État veut récupérer, et on voit, hein, les ponctions se sont accumulées. Pour donner un exemple, aujourd'hui, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui était, lorsqu'elle a été créée par Jean-Louis Borloo en 2003-2004, était financée à 100% par l'État. Aujourd'hui, elle est financée à 94% par Action Logement. Donc, on voit que les ponctions sur l'outil Action Logement apportent des financements en lieu et place de l'État. Très sincèrement, je ne fais pas de politique, ce n'est pas mon métier. La seule politique qui me paraît importante, c'est celle du logement social, de la politique de la ville et du renouvellement urbain. Et je me permets de dire qu'il y a certaines incohérences. Merci Stéphane. Paul, si tu veux lire en direct, si tu vois la question d'un spectateur anonyme. Ou tu veux Alors, attends, je vais l'ouvrir. Sinon, je peux la faire. Bonjour, les bailleurs ont-ils mis en place de nouvelles formes au moment des attributions? Je pense à la colocation pour les jeunes ou la colocation intergénérationnelle, permettant de mobiliser les grands logements, souvent plus nombreux que les studios T1, T2 très demandés. Oui, dans les deux cas, hein, colocation entre étudiants, colocation intergénérationnelle, on travaille notamment avec le DIGI, ou sur certaines résidences, à la fois sur des quartiers politiques de la ville et puis hors politique de la ville, où dans la même montée, on a un logement qui est destiné à un ou des étudiants. Dans cette montée, on a des personnes âgées et puis il y a le lien qui se crée. Voilà, aller faire les courses, remplir certains papiers administratifs, prendre le thé. Voilà. Alors, il y a des expériences qui se sont très bien passées, il y en a qui ont été un peu plus insatisfaisantes, mais en tout cas, c'est une voie importante de travailler sur le mieux vivre ensemble. Donc, cette notion d'intergénérationnel, soit via la colocation, soit sur des locations distinctes, mais en tout cas dans la même montée, à coup sûr, c'est un élément essentiel. On demandera peut-être tout à l'heure à François Mollard de nous dire un peu quels sont les besoins en logement sur l'agglomération grenobloise, si justement on manque de petits logements et que les logements de grande taille sont mal ou peu utilisés. Voilà. Peut-être une dernière question, Stéphane, sur les chiffres de la production de logements. J'ai vu que la Fondation Abbé Pierre, par son délégué général Christophe Robert, disait qu'il faut 150 000 logements sociaux par an. Vous, dans les organismes de logements sociaux peut-être plus réalistes, vous dites déjà 110 000, ça serait pas mal. Et puis j'ai vu que dans les premiers chiffres qui circulent, on n'en aura pas construit 100 000 en France en 2020. Donc peut-être que toutes ces réformes qui ont bousculé le mouvement HLM, ils vont se lire dans les chiffres au moment du bilan. Je ne vais pas devancer ce que va évoquer François derrière, mais c'est bien, ça fait la transition. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un creux, que ce soit de la production privée ou de la production sociale. Donc, j'ai envie de dire, il y a cette explication pour le logement social par rapport aux réformes économiques qui ont impacté nos capacités, nos fonds propres. Et puis, il y a cette période des municipales au niveau national où il y a plusieurs projets voilà, qui ont été temporisés, soit avant, soit après les élections, ça joue. Très franchement, sur la crise sanitaire, je ne sais pas ce qu'en pense François, il nous le dira tout à l'heure. Autant ça fait prendre du retard, mais ce n'est pas une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, au niveau national, on est très loin de nos objectifs quand on se projette sur 2021. Malheureusement, c'est pas mieux. Voilà, donc on est vraiment au creux de la vague en termes de production et on sait pourtant que la demande, elle reste à des niveaux conséquents. Merci Stéphane. On va proposer donc à François Mollard d'enchaîner vu la transition sur la production de logements. Paul, juste, on pourrait revenir. On a encore 2 autres questions qui n'ont pas été traitées. Est-ce qu'on les traite maintenant ou on passe à… Non, on va peut-être enchaîner, puis on les traitera dans le débat qui suivra. Très bien. Parce que j'ai peur que sinon on reste… mais on les a notés, on les garde bien et on les prendra.
Tu prends la main, François? Je prends la main. Normalement, c'est bon là. Bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez? Je n'ai pas l'impression. Oui, si, on C'est tout t'entend. bon. D'accord, très bien. Alors, oui, donc il y a eu 2-3 questions annexes. Là, je vais y répondre. Si j'oublie de répondre pendant ma petite allocution, vous me reposerez les questions. Bon, par rapport à la production du logement social, première chose, je dirais qu'on a la politique de la métropole. Elle est d'abord synthétisée dans un document unique, un gros document qui fait plus de 200 pages avec des déclinaisons territoriales pour chaque commune qui s'appelle le programme local de l'habitat. Voilà. Donc, dans ce document, il y a l'ensemble des diagnostics et des objectifs de construction et bien évidemment de construction de logements sociaux. Au-delà, je dirais, de ce qu'on pose, pour moi, pour faciliter la production, on a vraiment 3 gros piliers. Du financement, on verra, il faut du financement public, il faut bien évidemment du foncier, mais il faut aussi une capacité, il y a un enjeu organisationnel, il faut une capacité de maîtrise d'ouvrage. Voilà, donc dans ce cadre, au-delà, je dirais, des effets de manche, de la politique, la métropole a quand même mis en place une grosse direction de 70 postes qui nous permet aujourd'hui de traiter l'ensemble vraiment de la chaîne du logement en allant du foncier à l'humain. Voilà, donc ça c'est une chance en fait pour l'agglomération, j'en suis persuadé, puisque ça nous permet vraiment de mener une politique cohérente, pas technocratique. Du coup, on a bien toujours cette volonté de produire, non pas pour répondre à des réglementations, mais bien produire pour répondre à une demande, et une demande, on va voir, qui est sociale, très sociale. Et du coup, bien évidemment, même si dans notre pratique quotidienne, là, nous travaillons sur plein de dossiers autour du loger et de l'habiter, on a bien la mission de construire pour tous, mais bien évidemment, nous portons prioritairement d'autres actions vers la production du logement pour permettre l'accès aux plus précaires au logement. Voilà. Alors, sur nos objectifs quantitatifs, le PLH, il fixe des objectifs quantitatifs et donc le dernier PLH a été voté en 2017. Donc, il fixe plusieurs objectifs. Il fixe d'abord un objectif global, donc de 2900 logements par an, avec une attention vers le neuf, 2650 logements, mais aussi une attention, ça c'est propre à... c'est aussi parce que pour répondre, on avait identifié une vacance assez importante, l'objectif de remettre sur le marché environ 250 logements existants à la relocation. Voilà. Par rapport à ces 2900 logements, on a un objectif de 1300 logements locatifs sociaux à produire par an, dont 1200 logements sociaux familiaux et 100 logements spécifiques pour qui n'ont pas les bases. Je dirais les logements spécifiques, c'est vraiment les logements à destination des personnes âgées, des étudiants ou je pense à tout ce qui est logement un peu pour les personnes vraiment en difficulté, résidence sociale, pension de famille, etc. Voilà. Autre chose, autour de cet objectif quantitatif, on a un objectif de rééquilibrage de la production sociale, puisqu'on souhaitait produire beaucoup sur les 16 communes qui sont déficitaires par rapport au taux SRU. Donc, vous savez, le taux SRU, c'est que toute commune de plus de 3500 habitants doit avoir un taux de logement social par rapport aux résidences principales atteindre 25% en 2025. Voilà. Donc, on essaye de produire en priorité sur les communes déficitaires.
On essaye aussi également de répondre à la demande en disant que dans notre production, on essaye d'avoir au moins 35% de logements sociaux PLAI. Donc, Stéphane en a parlé tout à l'heure, c'est les logements les plus sociaux, c'est-à-dire qui offrent des loyers d'environ 5,5 € par mètre carré. Et on essaye aussi de recoudre et notamment de rééquilibrer le peuplement par rapport aux quartiers en prioritaires, les quartiers prioritaires, en essayant de mettre 70% d'attribution pour des ménages des 3 quartiers les plus riches en QPV et hors QPV, faire 20% des attributions pour les ménages issus du premier quartile. Voilà, donc des objectifs de production quantitatifs, mais aussi des objectifs qualitatifs. Alors du coup, où on en est actuellement, je dirais que malgré, on a produit, vous verrez après, on produit plutôt pas mal, mais malgré cela, on a une demande, notamment dans le cadre du logement social, qui ne cesse d'augmenter, puisqu'on approche des 17 000 demandeurs, hein, on est à 16 900 demandes actives actuellement, et on n'avait que 15 000 demandeurs en 2016. Voilà, donc une forte augmentation des demandeurs. Malgré notre production. Alors, pourquoi cette hausse? Premièrement, je l'explique, on le voit sur le petit graphique, hein, sur le poids du logement qui est aujourd'hui devenu le premier poste des dépenses des ménages des Français. Pour plus de la moitié des ménages, hein, la moitié des ménages métropolitains, le taux d'effort pour se loger reste supérieur à 35% de leurs revenus. Voilà. Alors que moi, par exemple, j'estime qu'on devrait être à 20% maximum de ses revenus pour le logement. Hein. C'est un peu la base. En 1990, vous voyez, 20,5. Voilà. Actuellement, sur Grenoble, la moitié des ménages a un taux d'effort supérieur à 35%. On assiste en parallèle à une paupérisation continue des jeunes et des locataires. Et les loyers privés, ils restent élevés dans l'agglomération. Hein. Ils sont supérieurs, les loyers sont supérieurs, par exemple, à des villes comme Strasbourg ou Rennes, voilà, et équivalent à ceux d'une ville comme Nantes, qui est quand même une ville qui a un poids démographique et un dynamisme économique supérieur à la ville de Grenoble. Voilà, le résultat, c'est que 70% des ménages sont éligibles au logement social. Pour un grand nombre d'entre eux, le logement social, c'est la seule possibilité d'accès au logement. Et que du coup, nous avons 4 demandes pour une attribution avec 20 mois de délai. Voilà. Donc, le résultat de tout ça, c'est que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on doit produire du logement social, on doit redoubler d'efforts et on doit produire pour répondre à la demande et pas forcément auto et SRU. Voilà. Le résultat, c'est que pour le moment, vous allez le voir, malgré d'assez bons résultats quand même en termes de production, on ne répond toujours pas à la demande. Alors, là, je vais vous présenter, avec le PLH, tous les 3 ans, on doit faire un bilan. Donc là, c'est le bilan des 3 dernières années. Et je dirais ce bilan, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on a globalement une production de tout logement entre 2017, 2018, 2019 qui est très très bon, hein, avec 9 707 logements produits, donc c'est assez important. Donc on est largement au-dessus de l'objectif qu'on s'était donné. Malheureusement, on produit trop de logements privés et pas assez de logements sociaux. Voilà. Au niveau de la production du logement social, on est seulement à 98% de l'objectif triennal.
Voilà, donc, nous prenons du retard malgré la demande. Et le plus inquiétant, c'est que nous n'arrivons pas à rééquilibrer la production et que nous continuons à produire du logement social là où il y en a déjà beaucoup. Voilà. Donc, ça aussi, c'est plutôt un constat d'échec. Donc, nous n'arrivons ni à produire suffisamment, ni à rééquilibrer l'offre sur le territoire. Voilà. On a en plus, on constate ces dernières années un rythme de production qui a tendance à baisser, 17% sur la période. Donc ça, je pense que c'est un des impacts quand même de la fragilisation, ce qu'a dit Stéphane, de la situation financière des bailleurs, c'est que globalement, comme il y a une certaine inertie, on produit encore assez, mais on se rend compte que globalement, la production s'effrite d'année en année et que les projets et les agréments, les logements financés qui donnent la production dans 3 ans baissent considérablement. Voilà, on a en 2020 la plus faible programmation de ces 10 dernières années, puisque on programme 500, on finance du coup 550 logements. Voilà, ça veut dire que d'ici 3 ans, nous aurons une production de 500 logements sociaux, grosso modo, au lieu des 1000 envisagés. Alors, quelques outils, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourtant, je dirais côté métropole, on a mis beaucoup d'outils en place. Premièrement, on a mis l'ensemble des outils fonciers pour capter du foncier, c'est la base quand même de la production. On l'a fait aussi grâce à la mise en œuvre du plan local d'urbanisme intercommunal qui nous permet en fait d'imposer des règles de production. Donc, tous les outils à notre disposition sont déployés sur l'agglomération. Nous avons mis en place des emplacements réservés de logements qui permettent sur certains terrains de dire que, par exemple, on veut un immeuble de 25 logements 100% sociaux. Nous avons déployé des secteurs de mixité sociale qui permet pour toute construction d'imposer une part de logement social entre 25 et 40%. Nous avons déployé 94 orientations d'aménagement et de programmation dans toutes les communes, là aussi pour prévoir la construction de logements. Nous acquérons du foncier, nous avons mis en place un dispositif de binoration foncière avec le PFL, 2 millions par an, 6 millions sur les 5 ans, qui nous permettent de ramener le prix du foncier à un niveau qui permet de la production de logements sociaux. Voilà, nous avons par rapport à nos soutiens financiers sur les 3 dernières années 20 millions, donc ça fait grosso modo on va dire environ 8 000 euros d'aide spécifique de la métropole pour chaque logement social construit, auquel se rajoutent 10 millions d'euros de la part de l'État. Et nous essayons aussi de mobiliser des logements avec les propriétaires du parc privé. Voilà. Outre le foncier, deuxième axe, nous essayons d'agir en faveur de la qualité et de l'attractivité du parc de logement social pour faire baisser la demande. Dans la demande, il y a une part de mutation, donc on essaye aussi de faire en sorte que les gens soient bien dans les logements existants pour faire baisser la demande globale, de faire en sorte de faire évoluer ce parc. Par exemple, on a un enjeu spécifique d'accessibilité du parc qui a déjà été construit. Si on souhaite que les personnes restent dans ces logements dans le cadre de leur vieillissement. Voilà, tout ça fait que pour faire baisser et répondre à la demande, il ne suffit pas de produire, il faut aussi qu'on permette au parc social existant d'évoluer. Alors après, pour terminer, quelques pistes pour aller plus loin.
et puis quelques interrogations. Donc, premièrement, au-delà de l'aspect financier, de l'aspect foncier, je pense qu'on a encore un effort collectif très, très important pour rendre acceptable le logement social. Voilà. Derrière les discours, on sent il y a encore une énorme réticence et je dirais une représentation extrêmement négative du logement social, hein, ce qui fait que chaque fois qu'on veut faire une opération, augmenter les taux, eh ben, on a une forte opposition et parfois avec des remises pures et simples des opérations. Voilà. Des opérations qui seraient possibles mais qui sont remises en cause. Donc là, je dirais c'est pas uniquement, c'est vraiment collectivement, il faut qu'on trouve les biais pour pouvoir, je dirais, produire un imaginaire, produire un discours collectif, voilà, qui montre en fait, qui montre aux habitants, Stéphane l'a dit tout à l'heure, hein, que le logement social, c'est d'intérêt général. Voilà. Actuellement, les habitants se rendent compte que l'hôpital public, eh ben, c'est d'intérêt général. L'école, c'est d'intérêt général. Il faut dire que le logement social, faire comprendre que le logement social, c'est d'intérêt général. Et ça permet en fait, c'est nécessaire par rapport à la paupérisation hein, de la société quand même, de permettre l'accès au logement de tous. Voilà. Je pense qu'aussi, là, c'est plutôt côté métropole hein, et côté commune, on a intensifié notre discours, notamment lors des concertations. Certes, il faut concerter sur les opérations de logement, mais je dirais il ne faut pas concerter sur l'opportunité de l'opération de logement. Voilà. Pour moi, en fait, quand on a 17 000 demandeurs, quand on a une demande qui se paupérise, l'opportunité, elle ne se discute pas. En fait, ce qu'il faut discuter, et ça, c'est peut-être aussi à travailler avec les bailleurs, hein, c'est montrer aux habitants qu'est-ce que peut apporter la nouvelle opération, les nouveaux logements dans la vie de tous les jours, comme aménité positive, etc. Voilà. Mais sans jamais remettre l'opportunité même de cette opération. Voilà. Ensuite, on commence à mener un travail significatif là, avec certaines communes sur la densification résidentielle et qualitative. Ça commence à porter ses fruits, mais je laboure le terrain depuis plus de 5 ans pour faire en sorte, c'est un peu pour lutter en fait contre l'effet négatif, je dirais, de la loi SRU, hein, c'est-à-dire que dans la tête de beaucoup d'élus, tout le monde s'est dit que pour faire de la mixité sociale, en gros, il fallait 25 à 30% de logements sociaux dans toutes les opérations. Le résultat est qu'en fait, on ne produit pas assez. Je vous fais une petite démonstration. Hein. Quand on a un taux de 35% de logements sociaux, si on fait 10 logements, en fait, on crée un seul logement qui rattrape le retard du taux SRU. Voilà. Quand on fait 100% de logements sociaux, quand on construit 10 logements, on rattrape 7,5 logements de retard. Donc, en fait, la plupart des élus, en prenant ce taux de 25-30% dans toutes les opérations, tiennent le discours de dire mais de toute façon, nous n'arriverons jamais au taux de 25%, ce n'est pas la peine, on n'y arrivera pas, donc on ne fait plus d'efforts pour produire. Hein, pourquoi ? Parce que quand je rattrape qu'un logement, ben en fait, si je dois en rattraper 100, il faut que j'en construise 900, en fait. Et donc, ça paraît complètement impossible à faire pour tous les élus. Donc, on plaide réellement pour rattraper les obligations et produire en faisant des opérations 100% logements sociaux et des opérations d'une taille suffisante pour trouver aussi un équilibre économique avec les bailleurs. Voilà, c'est au minimum 15 logements. Troisième piste, c'est aussi utiliser le renouvellement générationnel et investir le parc existant privé. Donc là, je bouscule un peu les bailleurs en disant ça, hein, mais on est une ville
une agglomération champignon là, dans les années 60. Il y a énormément de logements qui ont été construits dans un laps de temps très court. Hein. Et en fait, ces logements, ils sont en train d'être remis sur le marché. Voilà, on a un marché extrêmement dynamique. Hein. On a cette année-là, en 2019, 4000 appartements, plus de 4000 appartements qui se sont vendus. Il y a 5 ans, on était plutôt à 2500 appartements vendus. D'accord ? Donc, en fait, il y a énormément d'appartements qui viennent à la vente. Et pour moi, il me semble que c'est peut-être le moment d'aller, pour les bailleurs, d'aller acheter des logements dans le parc existant. Voilà. On pourrait coupler ça avec des politiques de réhabilitation des copropriétés, aider à la gestion, enfin, etc. Mais en tout cas, il me semble que quand on a 4000 appartements qui se vendent par an, aller en capter pour le logement social 500, ça ne paraît pas un objectif complètement illusoire. Voilà. Autre idée, c'est qu'il faut qu'on structure encore notre pilotage global avec les bailleurs, notamment autour de la politique des ventes, de la tentation et je dirais de produire ce que j'appelle des produits intermédiaires, hein, le locatif intermédiaire, etc. Voilà, rappeler qu'on a 17 000 demandeurs et qu'il faut produire du logement social à des loyers très bas. Et enfin, on compte refondre nos aides à la pierre, hein, donc nos subventions publiques au logement, pour les rendre plus efficientes. Donc, j'espère en augmentant l'aide globale au logement social. Hein. Pour moi, vu les difficultés financières, nous devrions passer de 8 000 € en moyenne à au moins 15 000 €. Ça me semble une nécessité par logement. Il faut peut-être aussi qu'on adapte mieux nos financements à chaque opération. Pour le moment, par exemple, on finance très peu l'acquisition-amélioration. On finance de la même façon quand l'opération se fait sur un terrain très facile ou en diffus sur un terrain difficile. Voilà. Et essayer donc globalement augmenter l'ensemble de nos financements, mais aussi de les rendre plus précis et plus adaptés aux difficultés de chaque opération. Voilà. Du coup, pour conclure, hein, je dirais que on est malheureusement dans un système financier très contraint, puisque les recettes en 2021-2022 de la métropole vont baisser. Voilà, donc en fait, on va nous aussi avoir des contraintes financières et donc il va falloir qu'on fasse des choix. Il va falloir qu'on soit combatif pour que les financements aillent du coup vers le logement en priorité. Il me semble que pour ça, on a un défi de taille, hein, c'est faire comprendre que donner de l'argent pour le logement social, c'est un investissement et une plus-value d'avenir. Voilà, que ce n'est pas un coût en fait, hein, que c'est vraiment un investissement sur le long terme. Voilà, je vais... Eh bien, allons-y pour les échanges. Oui. Merci pour cet exposé très, très complet qui va sûrement susciter des questions. Tu n'en as pas profité pour répondre à une question posée là, Oui. à la fin de l'exposé précédent sur les amendes SRU et leur usage. Est-ce que ça va aux bailleurs sociaux ? Alors, ça va en partie aux bailleurs sociaux. Les amendes SRU, elles sont décomposées de 2 parties. On a la partie de base qui est reversée à la métropole, d'accord ? Et donc, depuis la métropole, l'inscrit dans son budget en recette, hein, pour la politique du logement, d'accord ? Et après, on a comme les communes ne produisent pas suffisamment, l'amende de base est augmentée, donc suivant les efforts, entre 20 et 250%. Et donc, ce surplus d'amende, il est versé au Fonds national des aides à la pierre, et donc il redescend via ce fonds aux bailleurs pour la production de logements neufs. D'accord.
On a une autre question qui vient d'arriver, là, qui pose la question de savoir si la métropole aide à la construction de logements privés ou concentre uniquement ses financements sur le logement social. Alors, directement, je dirais qu'on concentre nos financements sur le logement social. On va sur le parc privé uniquement dans le cadre d'opérations de réhabilitation énergétique dans nos dispositifs mur-mur, mais pas pour la production de logements privés. Je mets quand même des guillemets, en fait, puisque je rappelle qu'il y a à peu près la moitié quand même de la production qui se fait en zone d'aménagement public. Et ces zones d'aménagement public, la plupart du temps renouvellement urbain, elles sont en déficit. D'accord, elles sont en déficit et c'est des déficits très importants. Et donc, il y a bien du coup, via ces déficits, un financement de la production privée. Voilà, indirect, qui bénéficie aussi au logement social, puisque dans ces actes, il y a aussi du logement social, mais il y a aussi du logement privé. Voilà. Ce que je veux dire, c'est typiquement si je vous prends une ZAC comme la ZAC Flaubert ou la ZAC Flaubert, je crois que c'est 35 millions de déficit sur une vingtaine d'années. Voilà. Donc, c'est quand même 35 millions qui permettent du coup de construire des logements et privés et sociaux. Oui, donc c'est par la réduction du prix du foncier que ça permet aux promoteurs privés de sortir des opérations moins chères. En fait, c'est pas que ça réduit le prix. Oui, disons qu'en fait, si on voulait pas de déficit, il faudrait vendre le foncier pour payer les équipements à des prix tellement élevés qu'en fait, il n'y aurait pas du tout de production de logements. En fait, voilà, tout simplement. Est-ce que Stéphane veut reprendre la parole suite à l'exposé pour… Non, il y a peut-être un complément par rapport aux pénalités SRU, c'est que les communes peuvent verser directement une aide aux bailleurs dans le cadre d'un projet de construction et éviter ainsi de remonter ces fonds au niveau national. Et après, il y avait une question sur les titres participatifs. Donc effectivement, comme les ressources des bailleurs ont diminué, donc on a moins de fonds propres pour lancer des opérations de construction et de réhabilitation. Donc il y a une ouverture depuis la loi Elan pour aller chercher des financements sous forme de titres participatifs. Alors c'est ni des fonds propres ni des emprunts. Il y a quand même un intérêt qui est versé aux souscripteurs. Donc là, en l'occurrence, la Banque des Territoires, c'est la CDC, et Action Logement sont en capacité de souscrire auprès des bailleurs sociaux à ces titres participatifs. Et donc, c'est des montants qui nous sont versés, qui nous permettent d'avoir un effet levier sur la construction et la réhabilitation. Et en fait, pourquoi ce n'est pas un emprunt? Parce que c'est plutôt un remboursement in fine. Donc, on ne rembourse pas d'amortissement et d'intérêt sur les premières années. Les intérêts arrivent à un certain moment. Et en tout cas, il n'y a pas d'ingérence. Dans la notion de titre participatif, on peut avoir l'impression qu'il y a ingérence dans la gouvernance des bailleurs sociaux. Ça, c'est l'avantage du dispositif, c'est qu'il n'y a aucune ingérence et qu'on reste bien maître avec notre collectivité de rattachement ou avec notre actionnaire de la stratégie de l'organisme. Alors, aux deux intervenants, là, une question qui arrive par écrit du maire de Saint-Égrève, si je ne me trompe pas. Comment comprendre qu'entre 1968 et 2013, on a triplé le nombre de logements de tout type, donc c'est le privé public, en France, alors que la croissance de la population n'a été que légèrement inférieure à 30% selon l'INSEE. Est-ce qu'on est c'est la décohabitation? Oui, tout à fait. On a plusieurs phénomènes. On a effectivement le phénomène de décohabitation.
Du coup, par exemple, sur l'agglo de Grenoble, on est à peine on est un tout petit peu plus que de 2 personnes par ménage. Voilà. Voilà. On a aussi le phénomène, ce que je parlais tout à l'heure de renouvellement générationnel, de vieillissement. En fait, il y a des phases. Voilà, un logement, un T4, c'est d'abord 4 ou 5 personnes, puis 2, puis 1. Et du coup, comme en fait les personnes vieillissent de plus en plus souvent longtemps dans leur logement, des grands logements sont occupés plus que par une personne, par exemple. Voilà. Donc, pour compenser, on est quand même obligé de construire toujours du neuf. Hein. On est obligé de construire du neuf. Voilà. Après, il y a aussi le fait que le parc privé ancien, parfois, ne répond pas à la demande, ne répond plus à la demande. Donc, on a aussi des efforts à faire pour, je dirais, pour rendre ce parc ancien attractif et qu'il puisse être de nouveau réinvesti par les jeunes générations. Est-ce que, Anissa, tu peux donner la parole à Laurent Amadieu? C'est intéressant d'avoir un élu local qui nous donne son sentiment. Il y a une question entre-temps, tu peux peut-être celle de Marc Bartoli que tu peux poser, le temps que je donne oui, la le parole. temps que tu lui donnes la parole. Donc, une question d'un administrateur d'un toit pour tous. Le rééquilibrage territorial de la production de logements sociaux est clairement en échec. Quel est l'obstacle premier à lever? Le pouvoir communal. Question. J'en profite pour, dans le même ordre d'esprit, j'ai relevé une intervention de la présidente de l'USH, Emmanuelle Cos, qui dit que pour produire plus de logements sociaux, il manque un message fort de l'État, notamment en direction des élus locaux. On verra comment Laurent Amadieu nous répond après. 2, il faut lever les blocages de certains programmes avec des retards dans la délivrance des permis de construire, alors en partie liés au décalage des élections municipales et au temps d'installation des nouvelles équipes. Et 3, il ne faut pas détourner la volonté de limiter l'artificialisation des sols pour justifier de ne pas faire du logement social. Je crois que ça a été un débat récent à Saint-Martin-le-Vinou avec la suppression de jardins familiaux pour construire. Il y a tout un débat autour de l'utilisation des sols dans une agglomération déjà dense. François ou Stéphane? C'est clair qu'il y a des clichés qui collent encore au logement social. François l'a évoqué dans son exposé. Il y a besoin de pédagogie et puis de montrer. Moi j'invite ceux qui se posent des questions à venir visiter nos programmes de construction, nos programmes de rénovation. Bien sûr qu'il y a toujours l'image des grands ensembles. Et ça, c'est des fois, pour certains élus, difficile à gommer cette image-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, et j'ai même envie de dire, je vais parler à la place des promoteurs privés qui nous le disent régulièrement, que ce soit en termes architectural, que ce soit en termes environnemental, que ce soit en termes social, nos constructions font preuve de davantage d'innovation que le privé. Voilà, donc on est plutôt exemplaire aujourd'hui dans les produits qu'on met à des prix. Le rapport sur la métropole, c'est de 1 à 2. Pour faire simple, c'est 6 euros au mètre carré le loyer d'un logement social. C'est près de 12 euros pour le logement privé. Oui, si je peux rebondir là-dessus, c'est que tout à l'heure, quand je parlais vraiment changer le discours, c'est montrer que c'est un investissement d'avenir. Si je prends, là, vous avez vu sur les 3 dernières années, grosso modo, un tout petit peu plus de 30 millions d'argent public dans la production. Il faut bien avoir en tête que derrière ces 30 millions d'investis, 3 000 logements, c'est environ 450 millions d'investissements sur le territoire, voilà, avec 80% des travaux qui sont donnés à des entreprises locales. Voilà, donc en fait, ça a un effet levier sur l'économie qui est absolument, je ne connais pas un investissement public qui a un tel, le même effet levier. Voilà, c'est ça, il faut vraiment le dire, c'est extrêmement puissant. Et je ne parle pas ensuite des effets leviers induits, c'est exactement, on a à peu près un locataire qui économise 5 euros de loyer au mètre carré. C'est sur un T3 de 60 mètres carrés, c'est
6 fois 5, 30, c'est 300 € par mois. Voilà, 300 € par mois, 3 600 € par an. Et là aussi, de pouvoir d'achat sur des personnes qui ne vont pas placer ces 3 600 € en bourse. Hein. C'est de l'argent qui est réinjecté là aussi dans le tissu économique local. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qui est présenté avec une mauvaise image. En fait, ça n'a que des externalités positives. Voilà, c'est ça qui est complètement étonnant. En fait, je vais être un peu polémique, mais on devrait se précipiter pour faire du logement social. Voilà, voilà. Anita, tu peux donner la parole à des intervenants là, Oui, Laurent Amadieu peut s'exprimer, son micro est ouvert. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour ces échanges qui sont extrêmement riches. Alors, je ne suis pas du tout un expert du logement de manière générale et du logement social en particulier, même si je travaille avec un binôme, une première adjointe, qui a un peu d'expérience, soit disant en passant, donc ça nous permet de nous enrichir. Moi, si je vous ai posé quelques questions là dans les commentaires, évidemment, c'est des questions sur des questions un peu naïves, mais en fait, au-delà de la question de savoir comment se fait-il qu'en 40 ans, on a pu tripler le nombre de logements en France alors qu'on n'a eu qu'à peine un tiers de démographie supplémentaire, la question, elle n'est pas que celle-là, elle est plutôt comment on prend en compte, en fait, dans le logement social, le fait que les familles ont changé, qu'on est passé de 3 personnes par ménage ou même un peu plus dans les années 60 à peine 2 et encore moins quand on est dans des centres urbains et plus c'est dense et moins on a des ménages importants. Donc, est-ce que ça veut dire que quand on produit des logements, on tient compte de cela? Est-ce que vous avez des observateurs voilà, qui fassent que vous adaptez la taille des logements? Et l'autre question, elle est aussi sur la taille des logements par personne. Des études qui ont démontré aussi que quand on avait besoin en 1968, ou pas besoin, mais en tous les cas, on vivait avec 23 mètres carrés par personne dans un logement. Aujourd'hui, on a besoin de 40 mètres carrés, ou c'est en tous les cas en général, si on est un ménage à 2 personnes, on a en moyenne en France 80 mètres carrés. Alors, c'est tronqué puisqu'il y a aussi tout le parc privé, propriétaire, etc. Et je n'ai pas les chiffres pour le logement social. Mais ma question, c'est quel est le niveau de confort d'un logement et combien il faudrait de mètres carrés par personne? Et est-ce qu'il faut adapter est-ce qu'il faut revenir à des tailles de logement qui ne soient pas trop importantes parce qu'on sait qu'on est dans des conforts, on s'habitue de plus en plus au confort. Et en fait, si je pose cette question, c'est que malgré tout, on est obligé d'être sur nos deux jambes. En tous les cas, ici à Saint-Égrève, on essaie d'être avec nos deux jambes, c'est-à-dire être volontaire en produisant du logement, tout type de logement et du logement social, et aussi faire attention au maximum pour ne pas artificialiser les sols, puisque comme vous le savez, c'est toujours ces fameux chiffres. Tous les 10 ans, on artificialiserait un département en France. Évidemment, il y a les zones d'activité, évidemment, ce n'est pas le logement social, hein, mais du coup, ça y participe un peu. Donc, en fait, c'est comment on peut être un peu économe en foncier et faire du dense et sans trop s'étaler. Voilà, ça c'était un petit peu mes questions. Et après, le dernier point, c'était aussi comment on peut travailler ensemble pour avoir une représentation de ce que le logement social, une représentation différente. Si vous voulez, moi j'ai 46 ans, je suis un enfant des HLM en fait. J'ai vécu en Seine-Saint-Denis dans un HLM, pas dans des grands ensembles, mais avec cette idée que quand vous êtes tout petit, vous vivez dans un endroit qui est un peu particulier, qui est connoté, et en tant qu'usager, on va dire, en tant que locataire dans ma famille à l'époque, il y a cette image en fait très forte, quelle que soit la taille en fait de l'ensemble. Et donc du coup, c'est comment on peut travailler cette représentation, comment on peut faire évoluer ça. Je ne sais pas comment vous y travaillez. Alors évidemment, on ne fait plus des grands ensembles, donc c'est les 35% de logements sociaux sur le PLUI, donc où du coup c'est un mix, etc. Mais vraiment, il y a encore je pense qu'il y a encore un petit travail à faire là-dessus, et notamment, ça participerait aussi de pouvoir faire comprendre à tout le monde que tout le monde peut être locataire dans un logement social à un moment donné de sa vie, dans son parcours résidentiel, et que c'est important. Et dernier point, c'est aussi comment on prend en compte le vieillissement de la population.
Aujourd'hui, en 2013, l'INSEE parle de 38% des personnes qui ont plus de 75 ans qui sont dans des foyers uniques, en fait, enfin, des personnes seules. Et voilà, donc du coup, est-ce que ça aussi, c'est une problématique pour vous dans le logement social? Est-ce qu'il y a une évolution au sein du parcours est-ce qu'il y a un parcours résidentiel, logement social qui fait qu'à un moment donné, ces gens peuvent déménager ou pas, ou c'est compliqué? Parce que c'est souvent extrêmement compliqué parce qu'ils sont aussi chez eux et qu'on a vu, voilà, on a des retours des fois comme quoi ça a été très, très compliqué de faire bouger les gens et c'est aussi normal, on peut les comprendre. Merci. Merci de cette intervention. François ou Stéphane, je vous laisse répondre. Moi, je peux bien, je vais essayer. Alors, bon, par rapport à la taille des logements, alors déjà aussi, une autre idée aussi par rapport aux besoins des logements, hein, pour reprendre tout à l'heure en logement, il ne faut pas aussi oublier que en 30 ans, en France, il y a eu d'énormes mouvements de population. Voilà, enfin, moi, je peux en parler, hein, je viens du département de la Loire et je suis né dans une ville où en 50 ans, la ville, elle a perdu 20 000 habitants. Voilà. Et ces 20 000 habitants, ils sont allés ailleurs. Donc, en fait, il y a des logements vides à Roanne et puis il faut en construire d'autres ailleurs. Voilà, bon, c'est comme ça. Et quand on regarde la carte de la France, hein, des mouvements, on voit bien les régions qui se sont vidées. Donc, on a des régions où il y a trop de logements et des régions où on en manque. Voilà. Pourtant, ça ne correspond pas au nombre d'habitants globalement. Sur la taille, je suis assez… alors, sur la taille et le besoin aussi, parce que par exemple, en ce moment, on dit on a besoin de beaucoup de T2, hein, pour répondre notamment à la demande femmes célibataires avec un enfant. Voilà. Alors, moi, mon principe, c'est de dire qu'en fait, oui, on a besoin de produire des T2, mais en fait, on a besoin de produire des T3, des T4, de tout. En fait, voilà, on a besoin de l'ensemble des logements. Je rappelle aussi que souvent, les gens choisissent une taille de logement, un T2 ou un T3, un petit peu inférieur, simplement pour des raisons économiques. Voilà. Je suis une mère célibataire. Je prends un T2, mais je dors dans le salon. Voilà, donc en fait, normalement, je pourrais demander un T3, mais je ne le demande pas parce que je n'ai pas les moyens économiques de me le payer, même dans le social. Voilà, donc redonner de la surface aux habitants, c'est encore ça implique de retrouver des moyens de financement en fait au mètre carré. Sur la densification, bon, je ne sais pas trop, je dirais qu'on est plutôt dans une agglo assez dense. On a du foncier, on fait un travail foncier. Voilà. J'ai l'habitude de dire que sur Grenoble, quand on dit il n'y a pas de foncier sur l'agglo, il y a du foncier, il y a plein de foncier. Hein. Là où c'est compliqué, c'est de trouver les moyens pour mobiliser ce foncier et surtout de le mobiliser au prix, à un prix qui permet justement de faire une opération derrière. Voilà, donc là, c'est plutôt un problème pour mieux construire. Il faut trouver des moyens financiers en fait pour mobiliser ce foncier. Après, on a aussi des moyens, je parlais tout à l'heure d'équipe, hein, de maîtrise d'ouvrage. Par exemple, il y a des très grandes copros qu'on pourrait peut-être densifier. Voilà. Et ça, pour le moment, on n'a pas vraiment eu les moyens et le temps de travailler là-dessus. Voilà, sur le vieillissement, je pense qu'on a beaucoup à faire. Peut-être Stéphane, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Moi, je vois deux choses. C'est j'en ai un peu parlé, il y a beaucoup de logements sociaux qui ont des problèmes d'accessibilité. Je ne pense pas d'ascenseur, etc. Et donc, on a une obligation en fait, pour permettre le vieillissement de rendre accessibles ces logements. Et il y a aussi le fait de ces personnes âgées qui sont dans leur T4 ou T5 et qui, du coup, aimeraient bien déménager dans un logement plus petit, mais elles ne peuvent pas parce qu'en fait, leur T5 qui a été construit il y a 20 ans, le loyer est le même que le T2 aujourd'hui. Voilà, en fait. Et donc là, il y a aussi une problématique pour moi de financement à trouver.
pour permettre à des personnes en mutation dans le logement social, à loyer équivalent, de passer en baissant de loyer, en fait, de passer d'un grand logement ancien à un petit logement neuf. Voilà, ça, on ne sait pas trop faire pour le moment. Stéphane, je ne sais pas si tu veux… Merci François. Ouais, Je pense qu'on reviendra sur ces questions de Laurent Amadieu dans le webinaire de jeudi après-midi sur produire du logement social sur ma commune, parce que finalement, ça rejoint cette thématique, comment les élus locaux s'emparent de cette question et trouvent des solutions. Peut-être Stéphane, tu pourrais répondre sur la partie de la représentation du logement social et de son évolution dans le temps. Je ne sais pas sous quel angle tu veux aborder ça, mais peut-être revenir sur l'aspect vieillissement, parce que c'est un élément important. On a aujourd'hui chez Actis 40% des titulaires de baux qui ont plus de 60 ans. Ouais. Donc, quand on se projette dans l'avenir, il y a des éléments importants, et notamment sur le maintien à domicile. Donc, il y a des dispositifs de travaux d'adaptation, d'accessibilité pour les personnes âgées, mais également les personnes handicapées. Et voilà, par exemple, pour Actis, on a engagé 600 000 € l'an dernier sur des travaux dans le logement. Donc, c'est des éléments importants. On a parlé de l'intergénérationnel tout à l'heure, c'est essentiel sur ce lien social. Voilà, la mixité, on a un exemple concret. Et c'est vrai que quand on réfléchit, pour revenir sur la notion de la typologie, lorsqu'on regarde la faisabilité pour la construction d'un nouveau bâtiment, bien sûr qu'on regarde par rapport à la demande. Donc, c'est vrai qu'actuellement, la demande, elle porte plutôt sur des T2. Mais au-delà de ça, il faut regarder aussi, j'ai envie de dire, l'habitat spécifique. Il y a des besoins pour des jeunes travailleurs, il y a des besoins pour des personnes âgées, il va y avoir des besoins pour des personnes handicapées. Donc, voilà, il y a aussi des fois cette image, le logement social, c'est uniquement du logement familial. Non, ça répond à tous les besoins de la population. Et ça, c'est quelque chose aussi dans les clichés qu'il faut faire évoluer. Peut-être qu'on va aborder une question qui est posée par la présidente d'Un Toit pour tous, lui donner la parole sur la captation de logements privés pour en faire des logements sociaux à prix solidaire, et justement pour revenir à des prix au mètre carré. Est-ce que André Demont Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, moi, je me posais la question, enfin, c'est au niveau d'Un Toit pour tous, on s'intéresse beaucoup au parc privé qui pourrait avoir une vocation sociale plus importante, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans ce parc privé, on trouve déjà pas mal de ménages avec des situations économiques difficiles, et je me posais la question de savoir comment on pouvait être plus offensif sur ce parc privé pour faire en sorte que des propriétaires, par exemple, louent leurs biens à des loyers plus intéressants pour les personnes. On avait eu des dispositifs comme Louer Facile, mais on voit que c'est un peu compliqué. On voit aussi que l'ANA est largement en baisse dans le cadre des conventionnements. Donc, comment on pourrait être un peu plus offensif en direction de ces propriétaires qui pourraient accepter, dans le cadre d'une stratégie gagnant-gagnant, de mettre leurs biens à disposition avec des loyers modestes pour ces publics qui ont des ressources modestes. Et je me dis qu'on a des difficultés à les attirer sur nos dispositifs actuels, et il faudrait probablement avoir une stratégie plus offensive. Alors, c'est bien sûr, ça ne répond pas de la même manière que les bailleurs sociaux qui, eux, ont des moyens importants, etc. Mais ça peut permettre de trouver rapidement des logements et les mettre à disposition, et ça facilite aussi la mixité sociale. Voilà, ce sont des questions que je pourrais poser à François, puisqu'il y a quand même des modalités qui sont aujourd'hui mises en œuvre, mais on voit bien que les résultats sont quand même très modestes. Paul, ton micro est fermé. Bon. Parce que j'ai fermé, voilà, j'ai fermé les micros. Alors,
Bon, la mobilisation du parc privé, c'est… J'ai dit effectivement, le parc privé, c'est le parc existant, c'est un stock, on ne peut pas le négliger. Voilà, on ne peut pas le négliger. J'ai quand même, effectivement, on essaye hein, via l'ANA. Il y a plusieurs pistes en fait pour mobiliser le parc privé. Premièrement, il y a la vacance. La vacance, on a essayé et on a un peu de mal à mobiliser en fait les logements vacants. Si je pense quand même que pour le coup, c'est un stock assez important, hein, même si elle est bien moins importante que ce qui est dit. Si je prends en fait, vous savez, il y a 3 types de vacances, hein. On a la vacance qui est donnée. Puis après, on a la vacance structurelle, qui est la vacance depuis plus de 2 ans. On considère que c'est la vraie vacance. Et ensuite, nous, on a fait des tests, hein, c'est-à-dire qu'on a pris plusieurs fois, on a appelé en fait avec le fichier les propriétaires des logements vacants depuis plus de 2 ans, et on se rend compte que dans cette vacance structurelle, il y a pratiquement en fait qu'un tiers de logements qui sont réellement vacants. Voilà. Je vous donne un exemple. Hein, un propriétaire, voilà, qui est propriétaire d'un logement sous les toits dans une copropriété. Il y a une fuite. La copropriété ne veut pas mener les travaux de réparation du toit, donc le logement est inlouable. Voilà. C'est un logement vacant, mais c'est un logement vacant. Il est inlouable. Voilà. Sauf à dire qu'on fait de la non-décence. Voilà. Donc en fait, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. Sur Grenoble, en gros, j'estime que le stock sur la ville-centre, hein, il doit être d'environ 1500 logements. Voilà, c'est quand même pas mal. On se dit, si on arrivait à capter et à faire racheter par les bailleurs, par exemple, ces 1500 logements vacants, ça fait une production de 1500 logements dans l'existant qui serait très bien accepté, puisqu'en fait, il n'y a aucun changement pour les habitants autour. Voilà. Donc, c'est quand même une piste qu'il faudrait qu'on arrive à pousser. Alors après, Stéphane va me dire, oui, mais un logement dans le diffus, ça coûte très cher, il va nous falloir des financements, et derrière, ça coûte très cher à gérer aussi. Voilà, bon, bah, c'est des contraintes qu'il faut prendre en compte, mais il me semble quand même intéressant, vu la difficulté qu'on a à mobiliser du foncier et les coûts de mobilisation de ce foncier, hein, surtout, de se poser des questions pour la mobilisation de cette vacance. Voilà. 1500 logements sur Grenoble, il y en a peut-être 300 sur Saint-Martin-d'Air, 300 à Échirolles, 300 à Fontaine. Enfin bref, on arrive peut-être sur l'agglo à mobiliser 2500, 3000 logements. C'est quand même, on voit, 3 années de production de logements sociaux. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous avez compris dans mon discours que sur le parc, la mobilisation du parc existant, en fait, je suis plus un défenseur de dire on va aider les bailleurs à y aller. Voilà. L'autre piste, c'est bien évidemment de dire aux propriétaires privés, les inciter à louer moins cher et à conventionner leur logement. Voilà. Je dirais que là, on n'a pas trouvé les facteurs qui permettent certainement de sécuriser et de faire en sorte que le propriétaire, je dirais, tombe dans une logique solidaire pour louer son bien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne pense pas qu'en termes de politique publique, on puisse arriver à des niveaux de financement aussi important que pour du logement social. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si pour mobiliser un logement privé pendant 6 ans, je mets la même somme que pour faire un produit avec un bailleur conventionné pendant 60 ans, ce n'est pas du tout efficient. Voilà, je le dis. Je vais aller dans le même sens que François. Hein. La demande est tellement forte aujourd'hui qu'il faut avancer avec différents outils. Il y a la construction, il y a le rachat de logements existants, de logements privés, mais il faut également travailler sur de la transformation d'usage. Je pense notamment à des bureaux qu'on peut transformer en locaux à usage d'habitation. Voilà, donc il faut faire preuve aussi d'innovation
Mais il n'empêche qu'il y a aussi un modèle économique à asseoir, parce qu'autant on peut lancer des opérations expérimentales. On sait qu'en général, voilà, il y a un budget recherche et développement à consacrer, mais derrière, il faut le pérenniser, reproduire ces expériences. Mais voilà, tous les outils, y compris investir dans le logement privé, sont importants pour répondre à la demande de logements sociaux sur la métropole et sur le département en général. Merci François, merci Stéphane. L'heure tourne, on a dépassé l'heure et demie prévue pour ce webinaire, donc je vais être obligé d'y mettre fin. On n'a pas pu répondre à deux dernières questions qui revenaient sur l'image du logement social et la capacité soit des collectivités, soit des organismes à faire passer le message dans la population pour que le logement social soit mieux accepté dans tous ces déclinaisons. Voilà, donc je vous laisse éventuellement dire un mot de conclusion chacun, et puis je vous remercie encore au nom de tous les organisateurs de ces webinaires d'avoir bien consacré cette matinée à cet échange. Merci. On s'arrête là? Oui, je pense. Merci à tous. Merci beaucoup alors, et puis bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir, merci. Au revoir. Paul? Oui. Non, mais on a encore des spectateurs.